Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre avancée dans cette étude de la littérature française consacrée aux auteurs et dans cette section 2 du 19e siècle où je vais vous présenter seulement 3 auteurs. Donc il va savoir de Jean de la Ville de Miremont, Rimbaud et Verlaine et George Sand, oui, ça fait 4 personnes. Alors, Jean de la Ville de Miremont. La vie, c'est un Bordelais, né en 1886, mort en 1418. Père et mère intellectuels, ce qui explique la dimension du fils. Grand admirateur du port et de la mer. Il est bordelais, donc. Voilà. Grand admirateur. A été refusé à l'école navale en raison de sa myopie. Il était myope. Bon, voilà. Fait son droit et devient secrétaire de préfecture. Secrétaire de préfecture, c'est un bureaucrate. Hein. Voilà. Caractère. Son jeune frère étant mort, lui-même à l'âge de 6 ans, a essayé de s'empoisonner en buvant de l'encre de Chine. Souffrance donc. Désenchanté. Dès l'origine, donc. Évidemment. Il avait envers lui-même une exigence féroce et une humilité confondante. Original. Il croyait n'écrire que des ébauches et l'on a retrouvé ses plus beaux poèmes qu'après sa mort. Modeste, humble. Jean de la Ville de Miremont. François Mauriac, deuxième cas. Prix Nobel de littérature. Donc Jean de la Ville de Miremont rencontre Mauriac à Paris et se lie d'amitié. Mauriac a souvent parlé de lui. Mauriac n'était pas un adepte du port ni du fleuve. La Garonne, cette divinité glauque et souillée. Voilà, c'est pas la même conception. J'en profite pour glisser donc François Mauriac avec Thérèse d'Esquerroux et puis d'autres livres. Et le nœud de vipère que j'ai eu au baccalauréat d'ailleurs. Voilà. Le nœud de vipère, la thèse, c'est comment se fait-il que les gens soient tellement mauvais? N'est-ce pas parce que c'est moi-même qui me suis mis à l'écart de ceux-là, des autres? Oui, thèse intéressante. En tout cas, les deux hommes se connaissaient. La guerre de 14 ans. En 14, il est enthousiasmé par la guerre. Étant trop maigre, il se bourre de féculents pour ne pas être réformé. Et il est enrôlé. Il est enthousiasmé par la guerre, la jeunesse, quoi. Il n'avait pas conscience de la durée. Les vacances seront retardées, voilà tout. Comme beaucoup d'autres. On croyait que la guerre serait courte. Un an avant sa mort, il figure sur une photo, le dormeur du Val. On peut estimer que c'est prémonitoire. Il est des premiers morts, le 24 novembre 1914, comme Alain Fournier, l'auteur du Petit Molne, là. Charles Péguy, à 28 ans, la colonne fracassée, c'est terrible, abominable. Voilà. Maurice Genevoix aussi, en 14, en décembre. Voilà. Enfin, il n'a pas été tué, Maurice Genevoix, mais il a été sérieusement blessé. En 1915, pendant les nuits, les projecteurs de la Tour Eiffel éclairaient le ciel pour protéger Paris des aéroplanes. Eh bien, on fortifiait Paris en s'attendant à un siège, comme en 1870, évidemment.
voir Alphonse Daudet qui était à Paris lors du siège de 70 et qui a écrit de très belles pages sur ça. Donc la 6e page sur Alain Fournier et Charles Péguy. Voici Alain Fournier, le grand Molne. Voici Charles Péguy, anti-moderne, catholique fervent. Charles Péguy. L'œuvre, toujours Jean de la Ville de Miremont, roman Les Dimanches de M. Jean Dessert, vie d'un petit employé qui espère vivre le dimanche de grandes aventures, mais qui finit par se suicider. Le dimanche de M. C'est intéressant ça. Deuxièmement, ces poèmes sont dans la ligne de Baudelaire, l'ailleurs inatteignable. Les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages, toujours ce thème des poètes maudits. Thème. Premièrement, des pétrels myopes décident un soir d'atteindre le soleil couchant et se fracassent. C'est l'albatros. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. Baudelaire. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des ailerons. Comme des ailerons. Bon. Bon. Faudra que je révise la fin. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et cerise l'archer. Isolé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà. Un bateau, autre thème. Un bateau se lasse de faire le tour du monde et fait le voyage des profondeurs. Eh bien, voilà. Troisièmement, Le bateau ivre est un poème d'Arthur Rimbaud. Note, oui, bateau ivre, Arthur Rimbaud. Voilà un des ouvrages de Jean de la Ville de Miremont. Il fait la critique du voyage. Alors Mallarmé n'a pas voyagé, par exemple, c'est pas le seul. Bon, je pensais à l'île au trésor de Stevenson, Louis Stevenson. Il n'a jamais voyagé, il est resté en Écosse. Voilà. Donc Mallarmé non plus. Pour Baudelaire, l'important c'est le départ. On est revenu en pensant. Alors, Baudelaire a fait des voyages et on est revenu en pensant que ce n'était plus la peine de voyager. L'important c'est le départ, non d'aboutir. Baudelaire. Les rêves empêchés donnent naissance à l'œuvre. Belle citation. La fascination du voyage est à la mesure de l'enracinement des gens du XIXe siècle enchaînés à la terre paysanne. Oui. J'en ai profité pour mettre ici de Charles Baudelaire l'invitation au voyage que vous avez là et le tableau de Salvatore Dali, le rêve, les rêves empêchés donnent naissance à l'œuvre. Oui, sans doute. Ça, c'est la critique du voyage. Oh, il y a beaucoup de commentaires à faire sur ce thème-là, bien sûr. Voilà, parabole d'André Malraux avec Picasso, l'homme dans le métro, bon, etc. Sa mère, très belle citation. J'ai vu se former l'homme dans l'enfant, l'œuvre dans l'homme. Très belle citation. Après sa mort, sa mère publiera un livre sur lui où elle lui donnera une autre vie. C'est beau, l'amour maternel. De Balzac, le cœur d'une mère est un abîme profond au fond duquel vous trouverez toujours le pardon. Oui, c'est sûr, un abîme profond. J'ai vu se former l'homme dans l'enfant. Oui, et l'œuvre dans l'homme. Addenda, une page sur Mallarmé. Voici Mallarmé,
Mallarmé par Édouard Manet. Et Stéphane Mallarmé en 1896 en famille avec des amis. Je ne sais pas exactement où il est, mais il avait de la famille. Et de belles femmes en belles robes, d'époque aussi, bien sûr. Voici Mallarmé. Une page. Addenda de Jules Verne, vers son tombeau. C'est un contemporain. Jules Verne est enterré à Amiens, au cimetière de la Madeleine. Son monument funéraire représente l'écrivain soulevant sa pierre tombale, avec l'épitaphe vers l'immortalité et l'éternelle jeunesse. Ouais, c'est un beau rêve, ça. L'éternelle jeunesse. Ce monument est classé, bien sûr. C'est Jules Verne. Jules Verne est l'arrière-petit-fils, Jean Verne, pardon, est l'arrière-petit-fils de l'écrivain. Voici Jean Verne, l'arrière-petit-fils de l'écrivain. Pas aussi célèbre que son arrière-grand-père, Jules Verne. Après cette vision élargie de Jean de la Ville de Miremont, ce grand poète et écrivain, qu'a connu François Mauriac notamment, nous passons à Rimbaud et Verlaine, un petit mot de l'actualité, je crois. Alors, le 10 juillet 1973, Verlaine tire sur Rimbaud et fera 2 ans de prison. Verlaine étant marié et en instance de divorce, et l'amitié entre les deux poètes était débordante de démesure en bien plutôt, parfois en mal. Mais donc ils étaient très amis, mais ça n'a pas empêché que Verlaine a tiré sur Rimbaud. En 1894, Verlaine est sacré prince des poètes. Verlaine, prince des poètes. Verlaine était pour la Commune de Paris. Il sera toujours fidèle. La Commune de Paris, 1871. Louise Michel, les barricades. Le massacre par Adolphe Thiers, le boucher de la Commune. Le film, Louise Michel, à voir, etc., etc. Bibliographie, un concert d'enfer, vie et poésie, Gallimard, Quarto. Voilà une référence intéressante, abondante. Oui, Verlaine a tiré sur Rimbaud. Et enfin, un dernier mot pour cette vidéo avec George Sand. Alors là, il y a de quoi dire. Bon, nous verrons le lieu où s'établissait George Sand, ses invités, Franz Liszt, Eugène Delacroix, Balzac, Pierre Leroux. Il manque Tourguenieff, l'écrivain russe. Si vous voulez approfondir, un dernier place pour Charles Baudelaire, George Sand. Non, c'est dans l'Indre. Voilà. Un parc de 5 hectares, c'est très grand. Des bâtiments imposants. Voilà. Les dupes infirmiers généraux de l'Ancien Régime avaient bâti cette demeure, ruinée par la suite. George Sand publie sous la contrainte de l'argent nécessaire, elle. La loi de l'argent, donc elle publie beaucoup. George Sand. Voici ses salons, ça se visite bien sûr. Voilà. J'avais froid dans ma chambre, elle chauffait, voilà, pas beaucoup. La bise qui sifflait au dehors et le feu qui pétillait dans la cheminée, c'est joli. La bise qui sifflait au dehors et le feu qui pétillait dans la cheminée. Sifflait, pétillait, c'est joli. Elle avait invité de grands hommes, Franz Liszt, le musicien. Franz Liszt et George Sand. Une petite note en connaissant Francis.
La comtesse d'Agou quitta son mari pour vivre avec Franz Liszt aussi. Il y a des livres sur ça. De l'union, il naquit 3 enfants, dont Cosima. Et Cosima épousera finalement Richard Wagner, l'illustre musicien de l'Or du Rhin, notamment. Festival de Bayreuth en Allemagne, toujours actuel. Donc Cosima, voilà, fille de Franz Liszt et de la comtesse d'Agou. C'est beau tout ça. Eugène Delacroix, représentant du romantisme, à 40 ans, a des commandes de l'État. Chapeau. Il peint des murs et plafonds d'édifices publics. Eh ben, il peint l'histoire. Célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, Les Trois Glorieuses, 1830. Ou des événements, le radeau de la Méduse, célèbre aussi. Eugène Delacroix, romantique. Chance d'avoir des commandes de l'État. Hein. Ensuite, Les Invités de Georges Sand, Balzac, Flaubert, Alexandre Dumas fils, Tourguenieff. Ah, là je le cite quand même, très grand écrivain russe. Et j'ai lu les contes de la Bécasse, remarquable. Balzac, reconnaissable. Balzac, Madame Bovary, etc. Voilà. Pierre Leroux, philosophie politique, lui, député, théoricien du socialisme. Meurt en 1871, la Commune de Paris enverra 2 représentants à son enterrement. Donc, Pierre Leroux. Voici un beau monument funéraire, en tout cas, apparemment. Ou une statue, quelque part. Pierre Leroux. Si vous voulez approfondir tout cela, il y a une bibliographie, Georges Sand de Michel Perrault, historienne, 464 pages. Là, vous avez de quoi étudier Georges Sand, qui mérite certainement d'être étudié. Et un méchant mot sur Georges Sand pour clore. Ah oui, c'est un contemporain illustre, mais dont je n'ai pas le nom tout de suite, où ça va venir. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Ben, c'est pas gentil du tout, ça. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Elle est lourde, elle est bavarde. Et un dernier mot sur Charles Baudelaire. C'est tout. Le portrait. Les fleurs du mal. Charles Baudelaire... Ah non, non. Je confonds avec Marcel Proust qui était à l'enterrement d'Alphonse Daudet, le grand poète aussi provençal. Voici un mot là, 2 images pour Charles Baudelaire. C'est tout. Eh bien, nous en avons fini avec cette rutilante, extraordinaire période du XIXe siècle. Nous avons commencé par Jean de la Ville de Mirmont, mais nous sommes allés jusqu'à Georges Sand. Beaucoup de grands auteurs. Voilà. Et nous allons passer dans une autre vidéo aux auteurs du XXe siècle. Là aussi, ce sera fourni. Et en attendant cela, révisez tout ça. Choisissez un livre d'un de ces écrivains et puis lisez-le. Vous enrichirez votre existence de l'instant. Et vous pourrez en parler aussi aux autres, à ceux qui vous entourent. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.